Vendredi 19 septembre 2014, bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Ouvrons ce journal avec le Nigeria. La ville de Kano a été une nouvelle fois le théâtre d'une agression djihadiste. Le groupe terroriste Boko Haram a piégé l'Institut fédéral d'enseignement supérieur de Kano par le truchement d'un explosif sous la forme d'un gilet censé exploser au sein de cet établissement culturel. Une attaque sanglante qui a provoqué de nombreux morts et plusieurs dégâts matériels. Les détails avec Marina Mendeman. 13 morts et 34 blessés, c'est le bilan enregistré au lendemain des tirs et de l'explosion survenue à Kano, dans le nord du Nigeria ce mercredi, par les kamikazes de Boko Haram. Une fois de plus, le campus de l'Institut fédéral d'enseignement supérieur de Kano est victime des agressions de ce groupe terroriste qui ne cesse de perturber la stabilité du pays. L'attaque a eu lieu dans un auditorium de ce centre de formation. C'est à l'aide d'un gilet piégé porté par l'un des assaillants que le coup de fusil lancé par un officier a provoqué l'explosion, détruisant sur son passage des véhicules et un amphithéâtre. Cette partie du pays, majoritairement occupée par des musulmans, est la cible parfaite du groupe islamiste Boko Haram. En juillet dernier, 2 établissements scolaires, l'Institut Polytechnique et une université de la ville, ont connu des agressions laissant pour mort près d'une dizaine de personnes. Le président Goodluck Jonathan a réagi devant cette nouvelle attaque que vient d'enregistrer la deuxième ville du Nigeria. Il a présenté ses condoléances aux familles éplorées et souhaité un bon rétablissement aux blessés. Une attitude bienfaisante qui cache mal aujourd'hui l'impuissance de l'armée face à la machine djihadiste de Boko Haram. Juste à côté, au Niger, les agents de l'administration des mines sont en grève pour 48 heures. Ils réclament l'adoption d'un statut particulier et une indemnité substantielle. Un engagement pris par le gouvernement depuis le 17 mars 2014 et qui n'a toujours pas été honoré. Reportage. 48 heures, c'est le temps que va durer cette grève entamée ce mardi 16 septembre 2014 par le syndicat national du personnel des administrations des mines et de l'énergie. Le Sympamine exige du gouvernement nigérien l'adoption d'un statut particulier et du régime indemnitaire du personnel des cadres des mines. Un engagement pris par le gouvernement depuis le 17 mars 2014 et qui n'a toujours pas été honoré selon Souleymane Ilyassou Magaji, secrétaire général du Sympamine. Ce que nous déplorons, c'est la rupture d'égalité. Il n'y a pas de raison que certaines catégories de fonctionnaires, parce que nous sommes tous gérés par on a un seul statut au Niger, fonction publique. Si on avait deux statuts, par exemple en France ou dans certains pays où vous avez 2 statuts fonction publique, là je comprends, mais nous avons le même statut. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait cette rupture d'égalité, que les autres aient et que nous n'ayons pas. Cette grève qui paralyse l'administration des mines n'aurait pas dû se tenir, estime le secrétaire général adjoint du ministère des Mines. De l'avis de Hassan Garba, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour régler toutes les questions dans un bref délai. Nous accusons un certain nombre de retards qui sont quelque peu répétitifs dans le règlement de ces arriérés. Mais je dois vous dire, en ce qui concerne le cas d'espèce, en ce qui concerne cette grève qui est en cours, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vraiment, nous ne pensions pas, nous, administration des mines, on allait effectivement à cette grève-là. D'autant plus que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de bonnes dispositions ont été prises au niveau des finances qui permettent de penser légitimement que dans les 112 heures, ou en tout cas au plus tard à la fin de la semaine, et dans le pire des cas, en début de semaine prochaine, la question sera réglée. Aucune discussion n'est encore engagée entre le gouvernement et le syndicat en grève. Cependant, le Sympamine a saisi le premier ministre-chef du gouvernement pour un arbitrage. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara a reçu le soutien de l'ex-président Henri Konan Bédié mercredi. En clôture d'une tournée entamée dimanche, Ouattara s'est rendu à Daoukro, le fief de Bédié, où il a reçu l'onction totale du président du PDCI pour la présidentielle de l'année prochaine. Les précisions d'Uriel Abaga. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a proclamé mercredi son ralliement à Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2015 au cours d'une visite du chef de l'État à Daoukro. Dans cette ville du centre du pays, qui par ailleurs est le fief de Bédié,
le président de la République de Côte d'Ivoire a reçu le soutien total de son principal allié. Cette décision était très attendue par les militants du PDCI et l'ensemble du pays. En effet, le parti était divisé en deux camps, certains appelant au ralliement à la candidature de Ouattara, d'autres à une candidature propre au parti. Cette alliance entre le PDCI et le RDR n'est pourtant pas surprenante puisque c'est cette coalition, dénommée Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui a conduit Ouattara à la tête du pays au second tour de l'élection présidentielle de 2010. Daniel Kablan-Dukan, membre du PDCI et actuel Premier ministre, est le témoin de l'effectivité de cette coalition. Le ralliement de celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 est le deuxième fait marquant de la politique ivoirienne en moins d'une semaine. Elle intervient après le retrait du Front populaire ivoirien de la commission électorale indépendante. En Grande-Bretagne, une équipe de chercheurs de l'université britannique d'Oxford a lancé l'essai clinique d'un vaccin contre le virus Ebola. Également testé aux États-Unis, celui-ci pourrait donner lieu, s'il s'avérait concluant, à un médicament curatif en fin d'année. Aziz Maïga. Ce vaccin développé conjointement par le laboratoire britannique GlaxoSmithKline et les instituts américains de la santé a été administré à un Britannique sain avant d'être inoculé à 59 autres volontaires. Il vise à traiter l'Ebola virus Zaïre, l'une des 5 espèces de virus Ebola qui a tué près de 2500 personnes depuis le début de l'année, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Les chercheurs du laboratoire de recherche de l'Université d'Oxford sont confiants quant à l'issue des essais. Nous sommes assez confiants dans cet essai. Le vaccin a déjà été testé de manière remarquable lors d'essais expérimentaux sur des animaux. Il a été vraiment très efficace. Si les premiers essais sont concluants, le vaccin sera testé en Gambie et au Mali afin de s'assurer que les tests tiennent compte des différences entre les populations européennes et africaines. Nous poursuivrons rapidement, sans doute dans les prochaines semaines, par des essais en Afrique de l'Ouest, basés également sur des volontaires. Une fois ces 2 essais effectués, nous devrions être en mesure de prendre une décision, à savoir si ce vaccin peut être déployé dans les pays touchés d'ici la fin de l'année. Au cours des dernières années, des vaccins expérimentaux similaires ont permis de vacciner en toute sécurité des nourrissons et des adultes contre une série de maladies parmi lesquelles le paludisme, le VIH et l'hépatite C. Tous les partenaires sur ce projet se disent optimistes sur le fait que ce vaccin potentiel peut s'avérer utile contre le virus Ebola. Au Brésil, les candidats à l'élection présidentielle ont critiqué l'actuelle présidente et candidate à sa réélection, Dilma Rousseff, ainsi que son parti au cours du dernier débat télévisé sur la chaîne nationale. Elle a surtout été prise à partie dans le cadre de l'affaire Petrobras et des pots de vin dont auraient bénéficié des élus de la coalition au pouvoir. Rousseff s'en est naturellement défendu. Un commentaire de Carlo Atomo-Mengue. Il est bien loin ce moment d'euphorie. Nous sommes en 2010. Luis Ignacio Lula da Silva célèbre l'entrée en bourse de Petrobras, le bras séculier de l'économie brésilienne. L'entreprise connaît aujourd'hui des difficultés et se retrouve au cœur des échanges de la campagne présidentielle. Mardi, le sujet a encore déchaîné les passions lors du débat à la télévision nationale. Vivement critiquée par ses adversaires concernant l'affaire des pots de vin de Petrobras, Dilma Rousseff, la présidente sortante, répond. Tout au long de ma vie, j'ai toujours eu une tolérance zéro en matière de corruption. En ce qui concerne Petrobras, je voudrais que le candidat Aécio se souvienne que celui qui a enquêté et découvert tous les crimes de corruption, c'était membre du gouvernement. Les différents candidats à l'élection présidentielle brésilienne ne l'entendent pas de cette oreille, d'où l'attaque en règle de Marina Silva, la candidate écologiste. Nous avons réussi à augmenter l'inclusion sociale. Cette allocation fait aussi partie des problèmes que nous avons aujourd'hui dans la politique qui favorise la corruption. Réponse, si l'on peut dire, du berger à la bergère. Le Brésil est sorti pour la première fois de son histoire de la carte des pays souffrant de la faim. Cela montre que nous avons donné une grande importance à la réduction de la misère et de la faim au Brésil. Les débats présidentiels au Brésil se suivent mais ne se ressemblent pas. Marina Silva a de nouveau tenu tête à Dilma Rousseff,
forte du résultat des derniers sondages d'Atafola, qui la donne victorieuse 50-40 face à la sortante au second tour. Sport, football pour la fin de ce journal. La première journée de la Ligue des Champions a été plutôt réussie pour les Africains qui ont rivalisé de talent, inscrivant de nombreux buts décisifs. De belles prestations qui augurent de lendemains meilleurs pour ces Africains qui évoluent au sein des championnats européens. Synthèse de Michel Zuey. C'est le festival des joueurs africains cette année en Ligue des Champions, au vu de leurs belles prestations lors de la première journée dans leurs différents clubs. Parmi ces Africains, l'on enregistre Yacine Brahimi, sociétaire du FC Porto, qui a été le premier Algérien à marquer l'histoire de la compétition dès son premier match en inscrivant un triplé mercredi lors de la rencontre qui opposait son club, le FC Porto, au Bate Borisov. Une rencontre qui s'est soldée sur un score parfait de 6-0. L'Algérien Yacine Brahimi, qui reste au centre de l'attention après cette première journée, est l'un des Africains à s'être illustré dès l'entame de cette compétition. Va s'en suivre le beau spectacle offert par l'Ivoirien Gervinho lors de la rencontre AS-Rome CSKA Moscou. Passeur décisif sur l'ouverture du score d'Iturbe, l'Ivoirien Gervinho a marqué le deuxième but de son équipe AS-Rome d'un tir du point de pénalty à la 10e minute. Puis le quatrième but à la 31e minute, accélérant sur l'aile droit avant de repiquer dans l'axe et d'ajuster le gardien. Victoire de 5-1 pour AS-Rome face à CSKA Moscou. Enfin, les joueurs africains ont bouclé en beauté ce festival de la première journée de Ligue des Champions avec le buteur Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant international gabonais a été omniprésent de la victoire du Borussia Dortmund contre Arsenal 2-0. Le premier choc de la première journée qui vient booster les performances des joueurs africains. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Demain 13h, Marina Mandeman. Bon week-end à tous. Au revoir.